Oui, alors parce que la gauche, comme l'a d'ailleurs remarqué Jacques Julliard, a trahi tous ses principes fondamentaux l'un après l'autre. La laïcité d'abord, et elle a trahi l'école. C'est l'égalitarisme qui tue l'égalité des chances. Elle a trahi la République. Elle oublie la nation au profit de l'hospitalité inconditionnelle. C'est pour ça que je dis, c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche. Elle trahit la nation au profit de l'hospitalité inconditionnelle. Vous êtes avec Perico Léga sur Sud Radio. Je reçois Rachel Binas, journaliste à Marianne, qui est l'auteur d'une enquête passionnante, la France, terre d'accueil des déséquilibrés. J'avais titré tout à l'heure, est-ce que la France est devenue la terre d'asile des maboules, sans jeu de mots. Et l'on voit à travers ce dossier qu'effectivement, il y a un immense et douloureux sujet sur la façon dont les immigrés agressifs présentent souvent des déviances psychologiques, peut-être psychanalytiques, en tout cas des malades mentaux qui sévissent et qui tuent. Et on se rend compte que finalement, nous ne sommes pas si bien armés que cela, tant au niveau policier que judiciaire et même institutionnel, puisque deux députés, Charles Rodwell, Renaissance, et Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, pour les Républicains, ont déposé un projet de loi qu'ils ont appelé le projet de loi Philippine, du nom de cette jeune étudiante qui avait été assassinée. Et ce projet de loi entend prévenir et réguler la façon dont la France peut justement traiter ce genre de situation. Il y avait eu un premier accroc l'été dernier avec le Conseil constitutionnel. Donc là, ces deux députés ont verrouillé le dossier en consultant auprès du Conseil d'État les gens de droit, et ce projet devrait donc être adopté. Rachel Binas, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. Vous avez réalisé cette enquête, la France, terre d'accueil des déséquilibrés. Je monte la une de Marianne, un très très beau sujet. C'est un vrai grand sujet qui passe pas à côté, mais qui est peut-être pas à la hauteur de l'importance qu'on devrait donner à cette situation qui est absolument dramatique et tragique quelquefois. C'est un sujet qui met souvent mal à l'aise parce qu'il croise plusieurs thématiques avec lesquelles beaucoup ne sont pas à l'aise, qui peut venir aussi percuter des idées. Vous avez été inquiété un peu là, alors, je vous interromps, mais je savais quand. Il y a eu des réactions. C'est pas la première fois que je traite ce sujet-là, et de manière générale, dès lors qu'on vise à donner une visibilité à l'immigration dans sa complexité, en effet, on essuie des critiques virulentes qui souvent d'ailleurs ne se concentrent pas sur le contenu même de vos propos, mais sur le fait même que vous en ayez, que vous en parlez. Donc ça, je le sais. Je sais aussi que ce malaise, il existe beaucoup plus au sein d'une certaine élite, et je mets tous les guillemets nécessaires, qui en gros, c'est quoi le monde médical, le spécialiste de la psychiatrie dit vous touchez pas à ce sujet, vous n'avez pas les compétences pour décider ce qui est la maladie mentale. Certains m'ont parlé quand même, et c'est aussi pour ça que ce dossier est là et qui se présente au lecteur. Certains m'ont parlé, mais de manière générale, au sein d'une partie de la classe politique et de certains milieux, il y a un malaise dès lors que l'on veut toucher à un sujet qui a attrait à l'immigration. Malaise que l'on ne sent pas lorsque, comme moi, c'est ma chance, lorsqu'on fait du reportage, lorsqu'on rencontre des Français lambda, surtout ceux sur qui la charge de l'accueil repose, surtout ceux qui sont en première ligne. Mais là, il y a une liberté de ton, une intelligence à un bon sens qui, hélas, manque dans certains milieux. Vous citez quelques cas, notamment les plus flagrants. Agression au couteau au cri de Allahu Akbar à Mulhouse en février 2025, dont l'auteur était un Algérien sous OQTF au profil schizophrénique. Attaque à l'arme blanche contre 7 personnes à la gare du Nord en 2023, perpétrée par un Algérien qui avait lui aussi été invité à quitter le territoire et a finalement été déclaré irresponsable pénalement en raison d'une pathologie mentale. Viol en 2023 d'une patiente dans un hôpital psychiatrique de l'Eure qui aurait été commis par un autre patient de nationalité sénégalaise sous OQTF et déjà connu de la justice. À chaque fois, on a ce genre de situation. Et alors, le pire, c'est la petite Lola, qui est donc tuée dans des conditions épouvantables par une ressortissante algérienne dont on considère qu'il y a déviance psychologique. Et finalement, les experts considèrent que donc à ce moment-là, elle était en pleine possession de ses moyens et elle écope de la réclusion perpétuelle, à perpétuité, de façon incompressible. Tout à fait, je crois que c'est une première pour une femme en France. En effet, on peut, et vous faites bien de le mentionner, on peut aussi être sujet à une pathologie mentale tout en étant responsable de ses actes.
Et c'est aussi un aspect que j'ai voulu développer dans l'article, dans ce dossier. On entend souvent, en effet, les pathologies mentales, parfois, l'idée d'un trouble psychiatrique mis en avant lors de ces affaires. Je ne dis pas qu'il faut le balayer, loin de là, lorsqu'il existe, mais ce n'est pas toujours le cas, parfois oui, parfois non, et surtout, il ne permet pas toujours d'échapper à, bien sûr, une sanction pénale, hein, ça c'est très important. Et un des psychiatres, d'ailleurs, le dit bien, de manière générale, il faut distinguer ce qu'on appelle les fanatiques qui peuvent être responsables, hein, et qui ne peuvent être guéris. Vous pouvez leur donner n'importe quel médicament que vous voulez, ils resteront fanatiques. De par exemple des profils dits schizophréniques. Tous les schizophréniques, heureusement, ne sont pas un danger, loin de là, c'est une infime minorité, mais de ces profils schizophréniques qui peuvent être stabilisés. Le problème qui s'ajoute, hein, à nos difficultés, c'est qu'un certain nombre de schizophréniques peuvent aussi être influencés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par l'actualité, et donc par les fanatiques, et commettre des passages à l'acte. Rachel Binas, est-ce que d'une façon générale, on peut considérer que toute forme de fanatisme religieux, d'intégrisme, de radicalisme exacerbé n'est pas déjà la manifestation objectivement d'un malaise psychologique? Un malaise certainement. Maintenant, d'un trouble psychiatrique, c'est peut-être non, pas forcément. C'est pas forcément une pathologie. Tout à fait. C'est un fou. Tout à fait. Mais il est normal. Le terme de fou, c'est à nos yeux, mais en termes médicaux, voilà. Pas forcément. Et il peut en effet être présenté devant un juge et être condamné. On n'échappe pas forcément à une peine de prison au motif qu'on est radicalisé, et heureusement les psychiatres et les experts sont là pour encadrer la chose. J'extrapole. Est-ce que Staline, Hitler, Mao ou Pol Pot sont des gens qui présentent ou qui manifestent un dérèglement mental, ou non? Ce sont des gens qui sont en pleine conscience, mais c'est leur tempérament qui est... Que ça le soit ou pas, je vais vous dire, c'est pas la question. Sont-ils ou pas responsables de leurs actes? C'est la seule question qui vaille. Bien sûr. Aujourd'hui en France, c'est un phénomène qui est récurrent, où il y a toujours eu des fous qui arrivaient par l'immigration, qui commettaient des crimes, ou est-ce que la France semble attirer un peu ces populations, où ils se disent qu'après tout, droit d'accueil, hein, c'est pour ça que j'ai cité cette phrase très forte d'Alain Finkielkraut, hospitalité inconditionnelle, quoi qu'il arrive, vous venez, vous êtes ici chez vous. Est-ce qu'il y a un appel d'air? Est-ce que ça fait venir des gens qui peuvent se dire, je suis un petit peu perturbé, je compléterai mon forfait, puis après je serai pris en charge? Alors, c'est un peu plus complexe. Les unités pour malades difficiles, les UDM, sont très anciennes. Elle précède vraiment les dernières vagues migratoires qu'on a pu voir arriver sur le sol français et plus largement sur le continent européen. Donc, des personnes déséquilibrées dans la rue, dangereuses ou non, il y en a quasiment toujours eu, ça c'est certain. Certes. Ensuite, une part de l'immigration aujourd'hui, pour reprendre les termes de Didier Lesky, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une part de l'immigration que l'on accueille est la projection du chaos du monde. Et bien entendu que un certain nombre de migrants qui arrivent avec des parcours extrêmement difficiles, complexes. On sait que ceux qui passent par exemple par la Libye ont subi des sévices d'une violence et d'une cruauté extrêmement forte, à tel point que depuis quelques années, les juges de la Cour nationale du droit d'asile ont des formations récits de souffrance pour arriver à entendre les atrocités qu'on leur raconte. Donc ça c'est un fait. Et ces gens-là, en effet, pour plein de raisons, aussi parce que sûrement l'Union européenne est assez souple sur un certain nombre de règles. On a des parcours d'errance, des gens qui ont essayé de demander un titre en Allemagne, en Suède, qui se replient sur la France. La France devient un pays et est devenu un pays de repli. C'est pas le premier choix ni le deuxième, mais ça devient le troisième. On a ces gens avec des profils extrêmement compliqués, des difficultés à s'intégrer, pas de maîtrise de la langue, très peu de qualifications. Notre immigration est parmi celles les moins qualifiées de l'ensemble des pays de l'OCDE, est très forte. Et bien forcément, ça c'est un terreau favorable à des troubles psy. Vous rajoutez à ça les médecins m'en ont beaucoup parlé, l'usage de toxiques, de stupéfiants, eh bien ça peut devenir en effet un cocktail explosif.
Vous êtes sur Sud Radio avec Rachel Binas que je reçois, qui a réalisé une enquête pour Marianne, la France, terre d'asile des déséquilibrés. Vous nous appelez parce que je suppose que vous aussi, non seulement c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez peut-être rencontré des cas d'immigrés agressifs dont vous pouvez penser qu'ils avaient un trouble psychologique. Est-ce que vous pensez que la France fait ce qu'il faut? Est-ce que les pouvoirs publics sont à la hauteur? Est-ce que notre système de santé psychiatrique était à la hauteur de ces défis? Eh bien, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Rachel Binas fera un devoir de vous répondre, de vous rassurer, de vous inquiéter. Enfin voilà, c'est un sujet qui aujourd'hui, en tout cas, devrait passionner les Français et c'est un sujet qu'il faut traiter d'urgence, comme les maladies qui sont symbolisées. À tout de suite sur Sud Radio, vous restez avec nous. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Oui, vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit Rachel Binas, journaliste à Marianne, pour une enquête parue dans l'hebdomadaire La France, terre d'accueil des déséquilibrés. Est-ce que la France est devenue la terre d'asile, pour ne pas dire l'asile psychiatrique de chez les gens qui sont dangereux? Rachel Binas, un des éléments de votre enquête, c'est la loi philippine, donc déposée par Charles Rodwell et Michel Barnier, deux personnalités, un Renaissance, l'autre républicain. D'abord, quelles sont leurs motivations? Pouvez-vous nous donner de façon pédagogique une description de cette loi, l'esprit de cette loi, et ensuite est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? D'abord les deux. C'est un duo en effet qui présente ce texte. Charles Rodwell qui appartient à Ensemble, Michel Barnier qu'on ne présente plus sous l'étiquette LR, les Républicains, et cette proposition de loi, pour vous donner un petit ordre d'idée du calendrier avant de rentrer dans les détails, sera présentée en commission des lois à partir du 19 janvier, pour ensuite une présentation dans l'hémicycle mi-février. Alors, je vous donne des délais, voilà, des périodes assez larges parce que il y a le budget, comme vous savez, qui Évidemment prend aussi beaucoup d'espace, mais c'est l'objectif. Ce texte qu'on surnomme la proposition de loi philippine. Avec l'accord de la famille, comme le disait Charles Rodwell. En souvenir de Philippine Lenoir de Carlan, qui avait été assassiné dans des conditions violé, tragiques. tué et puis enterré au bois de Boulogne en 2024. Par un Marocain libéré quelques heures avant la réception du laissez-passer consulaire. Exactement, il était en CRA, en centre de rétention administrative, et le laissez-passer consulaire du Maroc est arrivé sur le tard, quelques heures après sa libération. En effet. À quoi tient une vie, Rachel Binas? C'est justement pour répondre notamment à cette situation qu'il propose 4 articles dans cette loi. Déjà une injonction d'examen psychiatrique pour les individus jugés dangereux à raison notamment d'une radicalisation terroriste et dont on soupçonne qu'ils ont des troubles mentaux, avec une admission provisoire en soins psychiatriques si l'examen est refusé. Donc avec un aspect contraignant assez fort. Très important. Le texte veut aussi étendre ce qu'on appelle la rétention de sûreté judiciaire pour les peines de prison supérieures ou égales à 15 ans pour des faits de terrorisme. Et puis, dernier volet, et vous savez à quel point il cristallise aussi les oppositions et il provoque une émotion. Et comment? C'est l'augmentation de la durée en centre de rétention administrative, c'est-à-dire passer de 180 à 210 jours pour les étrangers qui ont fait l'objet d'une condamnation liée au terrorisme ou qui présentent un profil pouvant porter une menace grave à l'ordre public. Rachel Binas, une précédente initiative avait rencontré une déconvenue à l'été 2025 au niveau du Conseil constitutionnel. Quel était le problème? Qu'est-ce que le Conseil avait retoqué? En effet, ça avait été retoqué par le juge administratif. Ça avait été retoqué à une voix, et c'était pas si clair. Là, pour justement éviter d'être retoqués, les deux parlementaires ont restreint un petit peu plus, en réalité. Ils ont consulté les autorités compétentes. Et ils ont en effet consulté le Conseil d'État. Ils ont soumis le texte au juge administratif qui a rendu un avis favorable. Donc, à ce titre, ils ont bon espoir. À ce niveau-là, c'est blindé. Alors, c'est blindé. Maintenant, vous savez, lorsque les juges peuvent s'en mêler. Le juge constitutionnel,
Il fait comme il veut, hein. Il fait un peu comme il veut. Donc, il y a en effet, là, il coche plusieurs cases, mais le doute est permis jusqu'à la fin. Rachel Binas, c'est quand même paradoxal, c'est un enjeu essentiel, majeur. J'ai dit, il n'y a pas d'entorse morale aux grands principes et aux valeurs de la République, que le Conseil constitutionnel ait pu considérer qu'il y avait un point d'achoppement alors que c'est une nécessité urgente, prouve quand même qu'il y a un malaise dans les institutions. Ce sujet est un sujet épineux et sensible et douloureux. Vous avez une partie de la classe politique qui considère qu'il faut pas toucher à ça. C'est ça la vérité? C'est la vérité. C'est la vérité et on a plusieurs précédents, si je puis dire. La loi Asile-Immigration, qui avait été retoquée en grande partie Absolument. au motif de cavalier. Donc, c'est-à-dire qu'on considérait que certaines parties n'avaient rien à voir, certains articles n'avaient rien à voir avec le sujet même, l'objet même de la loi, et des choses qui pouvait paraître quand même très baroque pour le plus juriste des juristes. Et puis, il faut se souvenir de ce rapport de la Cour des comptes, à l'époque, qui devait justement sortir, être publié au moment des débats sur la loi Asile-Immigration. Et M. Moscovici a préféré ne pas le publier pour que ce ne soit pas commenté à ce moment-là des débats. Donc, bien évidemment, on voit bien qu'il y a une gêne. Ensuite, il faut savoir de quoi elle est le nom. Mais il y a une gêne très forte autour de cette thématique. Encore une fois, pas pour les Français lambda. J'ai eu la chance de faire pas mal de reportages. Et les Français que je rencontre, les étrangers que je rencontre, en situation régulière, irrégulière, me parlent de ça avec... sans l'ombre d'une gêne, sans malaise et avec généralement un vrai bon sens. Rachel Binas, deux étapes dans la vie de cette loi. Est-ce qu'elle sera applicable facilement? Est-ce qu'il y a des modalités d'application? On connaît les décrets d'application. Est-ce qu'elle est assez bien travaillée pour être applicable tout de suite? Et ensuite, si elle est appliquée, est-ce qu'elle apportera en partie ou totalement une réponse aux tragédies qu'on a connues? Est-ce qu'on peut considérer que des vies qui ont été perdues dans les dernières années, dans les derniers mois, pourraient dans ces conditions être sauvées? Je suis très direct, très concret sur cette question, mais est-ce que ça peut servir à quelque chose? Alors, ça le peut certainement. Maintenant, vous avez raison de souligner d'éventuelles limites, parce que j'en vois une et qui est importante. Les moyens. Alors, les moyens, bien entendu. On sait que la psychiatrie est le parent pauvre. Il faudra forcément mettre des moyens. Mais je ferai, si vous me permettez, un pas de côté. Bien sûr. C'est la question des fameux laissez-passer consulaires. Oui. Autrement dit, celle de la question de la coopération des pays d'origine. Pour certains pays, vous pouvez étendre autant que vous voulez la durée en centre de rétention administrative. Vous ne réglez pas le problème de fond qui est la coopération. On sait que le Mali, l'Algérie et d'autres ne veulent pas donner le fameux précieux sésame. Je rappelle, laissez-passer consulaire, c'est le nom donné à ce document de voyage qui permet de renvoyer un ressortissant, un étranger en situation irrégulière. Chez lui. Voilà. Lorsqu'il n'a pas de papier, lorsqu'il a perdu, lorsqu'il a caché ses papiers d'identité, c'est ce fameux précieux sésame qu'il faut avoir si on veut le renvoyer dans son pays d'origine. C'est-à-dire que l'État en question reconnaît que ce ressortissant est bien de sa nationalité. Et le sien. Et c'est là où d'ailleurs ils peuvent dire non, c'est pas à moi, exactement. J'en veux pas. C'est pas à moi, d'autant plus quand en centre de rétention administrative, on le sait, on a beaucoup de gens qui sont des sortants de prison, évidemment. Donc avec un profil, disons, qui n'est pas forcément du goût des pays d'origine, qui n'ont pas vraiment envie de se battre. C'est clair, pour et on avoir... l'a déjà vu dans un passé assez récent, Monsieur Retailleau en a fait l'expérience. Donc on peut étendre cette durée. Je crois qu'à un moment, on ne pourra pas se faire l'économie d'une réflexion politique concrète sur la coopération avec les pays d'origine, la bonne coopération, et pouvoir ainsi permettre... Ça dépend lesquels. Oui, alors il y a des leviers, d'autres pays y arrivent, pourquoi pas nous, quelque part. Donc il y a des leviers d'action, et c'est les leviers, il faudra à un moment les utiliser, au risque sinon que ces faits divers deviennent des faits sociaux, et qu'on voit se multiplier ces drames qui souvent se ressemblent. Rachel Binas, vous pensez qu'il y a une véritable volonté d'aboutir? On va voir d'abord de quelle majorité dispose ce projet de loi. Il semble qu'elle fasse consensus au-delà des clivages partisans, parce que c'est une nécessité.
Est-ce que pour autant la classe politique, l'exécutif ont bien conscience qu'il faut que ça aboutisse et que ça soit mis en place, ou c'est une mesure qui va être adoptée parce qu'il faut rassurer ceux qui s'inquiètent et que finalement on n'a pas grand espoir d'inverser le Non, phénomène? je crois que l'exécutif y croit. Hein. Je pense qu'il y croit. Ensuite, consensus avec certainement quelques limites. Il serait intéressant de voir d'ailleurs de se pencher sur le vote de la gauche, par exemple. Le PS, est-ce que les socialistes, que feront les socialistes? Est-ce qu'il y a déjà eu des positions de la France Insoumise? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et ses amis ont commencé à faire... Pour le moment, sur ce texte, on ne sait pas. Il est un peu trop tôt pour le dire. Il est un peu trop tôt pour le dire. Mais sur le sujet en général, ils sont conscients qu'il y a un enjeu. Lorsqu'on parle d'augmentation de durée en centre de rétention administrative, pour la France Insoumise, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Ça bloque. C'est quelque chose qui a du mal à passer, certainement aussi pour les écolos. Donc, il sera intéressant de voir un petit peu de quelle manière ils traitent ce sujet et où ils placent les priorités et quel est aussi leur argument contre, s'il se révélait être contre. Vous êtes sur Sud Radio, Perico Légas reçoit Rachel Binas, journaliste à Marianne, pour cet excellent, très important dossier sur la France, terre d'accueil des déséquilibrés. Notre pays est-il l'asile des maboules? Et vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso va recevoir vos questions. Je suis sûr que vous vous sentez concerné peut-être dans vos départements déjà sur la santé publique en France. Et puis est-ce que vous sentez qu'il y a une véritable volonté de la part de la classe politique de résoudre ce problème des immigrés qui viennent commettre chez nous des crimes parce qu'ils sont fous? À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio. Perico Légas reçoit Rachel Binas, qui a publié une enquête dans Marianne. Elle est journaliste d'investigation spécialisée de ces sujets. C'est le numéro 1505 de Marianne en 22 camps du 15 au 21 janvier. Je fais un peu de promo pour ce journal pour lequel j'ai une affection particulière. C'est vrai. Hein, voilà, je suis ravi de vous avoir. Et votre dossier est vraiment passionnant. Pas forcément rassurant, mais enfin, il y a des pistes. En tout cas, il y a une loi qui a été déposée par deux députés, Charles Rodwell et Michel Barnier. Alors, qui dit loi, qui dit mise en place, dit coût, ma chère Rachel. Est-ce que ça représente, on est en pleine discussion du budget, est-ce que ça coûte cher, tout ça, et est-ce qu'on a les moyens de financer? Ça, c'est une vraie question. C'est une question de choix politique. Mais en effet, en termes de coûts, on peut avoir une petite visibilité, si vous me permettez l'expression, à travers le fameux titre étranger malade, le titre pour soins, pour prise en charge médicale. C'est un titre particulier, une exception française. Une exception française qui permet à tout étranger en situation irrégulière, depuis plusieurs mois sur le sol français, de faire la demande d'un titre de séjour pour soins. Si deux choses, le traitement ne lui est pas accessible dans son pays d'origine, accessible au sens large, pour des raisons financières, d'existence, etc. Et si l'absence de prise en charge médicale, selon la loi, pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Alors, le juge s'en est aussi un petit peu mêlé, et il est venu quand même, par la jurisprudence, souvent étendre ce que l'on pourrait considérer comme une exceptionnelle gravité, Rachel Binas, avec des cas assez larges. Vous me disiez en antenne à l'instant que du temps du ministère, ou ça s'appelait le ministère de la Santé, non pas des Affaires sociales, il y avait des hauts fonctionnaires qui ont remplissé ça sur dossier, et vous connaissez une fonctionnaire qui a dit moi j'arrête, j'ai besoin d'un peu plus d'éléments pour accorder, c'est de la CIMAD, hop, emballer c'est pesé. Alors à l'époque, plus précisément, à l'époque où ça n'était pas géré par le service médical de l'OFI, mais par le ministère de la Santé via les ARS, les agences régionales de santé, les ARS. Le traitement du dossier ne se faisait pas de la même manière. Aujourd'hui, vous avez votre dossier médical, mais vous allez aussi rencontrer des médecins. Donc il y a un contrôle plus pointu. Il y a un contrôle pointu. Alors qu'à l'époque, c'était quasiment un automatisme. À l'époque, c'était simplement sur dossier. On ne rencontrait même pas les patients. On ne les rencontrait pas. Donc, en effet, il y a certains médecins, certains le faisaient, qui produisaient des certificats de complaisance pour pouvoir, pour que leurs patients, avec les guillemets que ça nécessite, accèdent à ce titre-là. C'est pour ça aussi qu'on a vu le nombre de demandes acceptées avec un avis favorable diminuer, on va dire de 2017 à aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sait, c'est encore un titre qui est sollicité. Qui instaure ce nouveau contrôle? C'est la présidence de Macron? Non, c'est antérieur. Ça date de... Je crois que le passage a été fait entre 2017 et 2018.
Il a été fait à ce moment-là. Donc, c'est maintenant le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est en charge avec un collège d'experts indépendants. Les médecins ils n'ont pas de quota à remplir, il n'y a pas de limite non plus, et simplement sur des critères médicaux, ils jugent si la personne en effet est éligible ou non. Si un refus lui est octroyé, l'étranger peut toujours, bien sûr, faire appel devant les juges, tout à fait, les juges administratifs. Il y a un recours. Ce sont des pathologies de quel ordre que l'on constate chez les... D'abord, question préalable, est-ce que ces immigrés proviennent de pays où il y a une fracture sociale, un régime politique qui peut être favorable à un déséquilibre mental, veut dire des conditions de vie terribles, est-ce qu'on arrive avec des traumatismes, est-ce qu'avec des séquelles, ou est-ce qu'on peut aussi avoir des gens qui viennent de pays où il n'y a pas forcément ces troubles, et puis ils viennent en France parce qu'ils estiment qu'ils vont peut-être être pris en charge, ou il y a une arrière-pensée peut-être quelquefois. Alors de manière générale, tout étranger peut le demander. On a eu des cas d'Américains, un Japonais peut le demander. C'est très large. Un Américain qui ne peut pas se faire soigner chez lui gratuitement aux États-Unis, dans le Minnesota ou dans l'Utah, vient en France et il obtient les soins qu'il n'obtient pas aux États-Unis, quel que soit son niveau social. S'il a en effet il y a un risque d'une exceptionnelle gravité, en effet, il peut être considéré comme Donald Trump peut venir quand il veut en France. Et alors, il faudra quand même montrer que le soin n'est pas accessible dans son pays ou qu'il n'en a pas les moyens. Je ne suis pas sûr qu'il remplisse tous les critères. Je plaisantais. Non, mais on en revient, voilà. Mais en effet, c'est très large. Ensuite, pour revenir plus précisément à votre question, il y a des nationalités que l'on retrouve un petit peu plus. Si on parle de la santé mentale uniquement, les principales nationalités des demandeurs, algériens en tête, vient ensuite les Congolais, les Guinéens, Marocains et Géorgiens, pour ne citer que celles-ci. C'est surtout des hommes qui font des demandes, et puis avec des pathologies assez variées. À l'origine, lorsque ce titre est créé en 1997, sous Lionel Jospin... Quel titre ? Le titre pour étranger malade, le titre de prise en charge, donc le titre de séjour pour soins. Oui. Lorsque ce titre est créé, il vise à prendre en charge les personnes atteintes du VIH, du sida. Bien sûr. C'était ça à l'origine. Et puis vous voyez bien qu'ensuite on a étendu et que la France est généreuse. Mais ce sont en effet les principales, pour revenir à votre question, voilà les principales nationalités, les profils. On révèle dans Marianne les chiffres un peu plus précisément, mais de manière générale, on va dire que c'est des nationalités que l'on retrouve depuis quasiment 10 ans. Les nationalités ne changent pas. Je vois le tableau que vous publiez, donc hommes-femmes, 62% d'hommes, 38% de femmes, ça c'est le sexe des demandeurs, 16% de mineurs, 84% d'adultes sur la qualité, l'âge des demandeurs, et puis favorable à être soigné, défavorable 69%, c'est la typologie des avis. Ça veut dire que la médecine française est plutôt souple ou non là-dessus sur... Alors, ça veut dire quand même qu'il y a un degré, puisque quasiment à 70%, l'avis émis pour les troubles mentaux est défavorable. 70% à 69%. Voilà, donc on a quand même il y a quand même une exigence qu'il faut pas oublier. Ensuite, sur notamment les mineurs, on voit une augmentation du pic de demandes pour l'autisme. Ce sont essentiellement des familles venant avec leurs enfants. Oui. Donc là, c'est essentiellement des mineurs. Là, il y a une augmentation de ces demandes-là pour les chiffres 2024. Là, ils viennent pour se faire soigner en France. Tout à fait. C'est un objectif. Là, l'objectif, c'est une prise en charge pour troubles du spectre autistique. Tout à fait. Alors, le nombre total, c'est 2738 demandes. Évidemment, on va vous dire, c'est pas grand-chose. Admettons, et c'est d'ailleurs l'argument des détracteurs de cette loi, mais c'est pas un épiphénomène, et surtout les conséquences peuvent être tragiques, parce que un dérèglement mental peut aboutir à un comportement mortel. Alors là, les 2738, c'est le chiffre, en effet, lié... En 2024. En 2024, lié aux troubles mentaux et du comportement. Ensuite, on monte à un peu plus de 22 000, je vous dis ça de tête, pour l'ensemble des pathologies que peut prendre en charge ce titre, cancer, avec parfois des médicaments coûtant des molécules à plusieurs centaines de milliers d'euros. L'une des questions qui se pose, bien sûr, c'est celui de la prise en charge. Quelle prise en charge ? Parce que, certes,
le chiffre de manière globale n'est pas extrêmement élevé, mais on le sait qu'en fonction des spécialités, en fonction des services, ça c'est des psychiatres, des médecins même de manière générale qui témoignent, hein, eh bien votre service peut très vite être bouleversé. On sait que la prise en charge du trouble du spectre autistique, eh bien, elle est compliquée en France. Elle est compliquée, elle est assez limitée. La psychiatrie est le parent pauvre. Donc se pose la question, en effet, de quelle prise en charge et à qui incombe la facture. On est en plein dans la phrase de Michel Rocard, la France peut pas accueillir toute la misère du monde. Là, on accueille quand même une partie de la misère du monde, ça nous coûte beaucoup d'argent. Alors ça peut être une résolution humanitaire tout à fait acceptable. Est-ce qu'il y a des Français qui considèrent que ce sont des soins qui sont accordés à des étrangers auxquels eux n'ont pas accès? Est-ce qu'il peut y avoir des cas de figure de ce genre? Alors il y a une tension au niveau d'un sujet très tabou que j'ai eu l'occasion de traiter dans Marianne. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est la greffe. La greffe, j'ai eu l'opportunité de me rendre en Géorgie, dans plusieurs villes de Géorgie. Je pense que j'ai fait peut-être une dizaine d'hôpitaux, au moins, ou quinzaine. Hôpitaux, cliniques, prise en charge. La dialyse est faite. La dialyse existe en Géorgie. En fait, vous avez fait assez récemment en Géorgie ou non? Oui. Ce déplacement, je l'ai fait il y a un an ou deux. La dialyse existe, vraiment. La greffe est maîtrisée, c'est une opération qui est maîtrisée, mais il ne fonctionne pas exactement sur les mêmes règles. Et on le sait, il y a beaucoup de Géorgiens, j'en ai rencontré sur place des Géorgiens qui avaient tenté leur chance en France, qui sont revenus en Géorgie. Ils savent, les médecins géorgiens sont extrêmement bons, ils savent greffer, mais le système est moins ouvert que le nôtre. Et on a beaucoup... un certain nombre de Géorgiens qui peuvent venir soit pour se faire dialyser, parfois au dernier moment. Donc, en effet, ils arrivent, ils sont à un stade où il faut le dialyser tout de suite. C'est clair. Tout de suite, quitte à dialyser de nuit, d'ailleurs. Et puis ensuite, en urgence, vraiment en urgence. Et ensuite, on les inscrit bien sûr sur la liste des demandeurs, sur la liste d'attente, sachant qu'en France, le statut administratif n'a pas, que vous soyez étranger, quel que soit votre titre de séjour, votre statut administratif, encore une fois, n'a pas d'incidence sur votre place dans le classement. Et ça, c'est un sujet extrêmement tabou. C'est-à-dire qu'on a une pénurie de greffons, mais on a aussi des gens qui viennent tenter leur chance pour se faire greffer en France. La plupart sont acceptés, ou il arrive qu'on dise à ces personnes, vous repartez, vous n'avez rien à faire ici? C'est complexe. C'est complexe parce que, pour tout vous dire... Parce qu'il arrive que l'on greffe des gens dont on ne sait pas vraiment, et c'est très compliqué pour les soignants. Ils sont dans des situations du fait de, ils sont pas là pour faire de la politique. On les met face à des dilemmes extrêmement durs. Ils savent parfois qu'ils peuvent greffer quelqu'un qui parfois ne prendra pas les médicaments anti-rejet, etc. et peut perdre le greffon ou retournera chez lui et aura une prise en charge un peu moins sérieuse, un peu moins rigoureuse qu'on pourrait l'avoir en France. Donc non, il y a vraiment c'est de vraies questions, il y a un vrai dilemme qui se pose aux soignants. Mais quelque part, c'est une question que le politique doit gérer et certainement pas les médecins eux-mêmes. Je reçois Rachel Binas, journaliste à Marianne, qui a réalisé une enquête sur la France, terre d'accueil des déséquilibrés. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser vos questions à Emmanuel Galasso qui les transmettra. Dans la dernière séquence de cette émission, on va parler d'Alain Sébille. La psychiatrie est à bout de souffle, dit-il dans Marianne. C'est le médecin coordinateur pour la psychiatrie à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et il a accordé un entretien et avec Rachel Binas, on décryptera son inquiétude. Est-ce que la psychiatrie française se porte bien ou mal? On a l'impression qu'elle a un petit pet au casque. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états. Oui, vous êtes bien sur Sud Radio et je reçois Rachel Binas, journaliste à Marianne, pour parler de ce dossier sur la folie du monde, la misère du monde qui vient en France, la psychiatrie. Nous accueillons des ressortissants étrangers qui quelquefois commettent des délits, voire des crimes, et pour lesquels il faut trouver une solution. Et nous parlions de cette initiative des deux députés Charles Rodwell et Michel Barnier, la loi philippine, en souvenir de cette étudiante qui avait été massacrée. Est-ce que la République va enfin se doter des moyens législatifs, politiques, administratifs pour résoudre ce problème qui reste une tragédie pour lequel nous aurions dû réagir bien plus tôt? Pour autant, il y a un problème
typiquement français. Alain Sébil, hein, je rappelle qu'il est le médecin coordinateur pour la psychiatrie à l'Office français d'immigration et de l'intégration, l'OFI. Il supervise avec son équipe l'évaluation médicale du titre de séjour étranger malade, on en parlait, lorsqu'un dossier pour troubles mentaux ou du comportement est déposé, c'est lui qui décide. Alain Sébil vous dit dans Marianne, Rachel Binas, la psychiatrie est à bout de souffle. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Et il veut dire que c'est le parent pauvre, bien sûr, parent pauvre de la médecine. Les lits disponibles en hospitalisation sont de plus en plus rares. En ambulatoire également, c'est extrêmement compliqué. C'est un peu l'angle mort aujourd'hui, lorsqu'on se penche sur la médecine. C'est vraiment la psychiatrie qui semble être la perdante, quelque part, des politiques publiques. Et donc, en effet, il s'interroge. On est très en recul. Alors, des pays comparables par rapport à la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Alors, les prises en charge sont pas les mêmes, mais en effet, les pays scandinaves, on pourrait parler du Québec aussi, nos voisins québécois. En France, on a un problème qui s'est, et il me l'a dit, qui s'est vraiment accéléré avec le Covid. Post-Covid, c'était déjà pas fameux, mais là c'est devenu extrêmement compliqué. C'était un nouveau virage, un nouveau tournant dans les difficultés que rencontrait la psychiatrie. Le SARS a perturbé les esprits, si je comprends bien, les cerveaux. Pour le moment, on a du mal à se remettre en selle, et il n'y a pas de secret, il faut des moyens. Je pense que vous pourriez faire, Rachel Binas, ça serait dans votre compétence, un inventaire, il a été plus ou moins fait, un inventaire catastrophique des dégâts issus du Covid. Parce que, à tous les niveaux, culturel, sociologique, politique, économique, voilà, la facture est très chère. Et là, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait aussi une incidence sur l'état de la psychiatrie française. Et notamment chez les jeunes. C'est extrêmement fort. Donc, Alain Sébil et son équipe, comme vous l'avez bien dit, sont en charge de l'évaluation avant d'émettre un avis favorable ou défavorable à une demande de titre de séjour pour soins. Et donc, il est aux premières loges, finalement, pour voir un petit peu l'état actuel des choses, les profils rencontrés. Il est pessimiste. Alors, je vais reprendre une phrase de notre ancienne directrice à Marianne, Natacha Polony. Est-ce qu'il est pessimiste ou est-ce que ce n'est pas un optimiste averti ? Ah oui, oui, on peut toujours s'en sortir comme ça aussi. Oui, c'est un homme de terrain qui voit les choses, qui est presque en première position. Il vous a parlé librement ou c'est quand même un homme qui est tenu d'être prudent par rapport à sa responsabilité? Parce que là, il va relativement au fond des choses. Je recommande la lecture de cette entrevue. Il m'a parlé librement, mais de manière générale, il est très difficile de trouver des soignants qui acceptent de parler de ces sujets, que ce soit publiquement ou même, comme on dit dans le jargon, en off. Qui vous a parlé dans le corps médical en faisant cette enquête? Vous avez rencontré différents types de médecins, des psychiatres. Des médecins psychiatres. Vous m'avez dit au début de l'émission, avant qu'on prenne l'antenne, il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas. Ceux qui parlent pas, pourquoi ils parlent pas? Ils ne veulent pas le dire. Pourquoi ils ne parlent pas? Ils expliquent juste qu'ils ne sont pas disponibles. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'ils sont gênés, ils ont peur parce que c'est pas quelque chose qu'on aborde dans le milieu. Surtout quand on est à l'hôpital, on soigne, on ne se pose pas de questions. Mais quel est le risque de parler, de dénoncer quelque chose qui est absolument aberrant, ou parce qu'ils, eux, prennent des risques sur leur promotion ou sur leur Alors ça, c'est difficile à savoir, mais il y a une peur du jugement. Il y a une peur du jugement. Il y a une peur du jugement qui est forte. Certains l'ont dit. C'est un sujet tabou. Est-ce qu'on peut dire comme ça? C'est pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est un sujet tabou. Alors si en plus ça touche à l'immigration, parce qu'en fait ça touche à l'immigration quelque part. Si j'avais bien sûr réalisé un article simplement sur les difficultés de la psychiatrie en France, peut-être que certains auraient été un peu plus enclins à parler. Dès lors qu'on croise ça avec la question migratoire, eh bien finalement ça devient une espèce de cocktail explosif. Et dans certains milieux, les vérités peuvent être parfois mal acceptées. Donc on ne s'en mêle pas, et aussi parce qu'on considère que finalement c'est un sujet politique, c'est aux politiques d'y répondre et pas aux soignants. Les soignants sont déjà en difficulté, ils ne vont pas ajouter en plus à ça de la polémique. Alors dans ceux qui parlent, il y a ceux qui parlent et qui disent tout, et il y a ceux qui parlent qui en disent le moins possible. Mais vous avez senti, à part Alain Sébil qui parle librement, des gens qui sont
plus inquiets que lui ou qui vous annoncent vraiment, qui ont une lecture apocalyptique de la situation, et d'autres qui vous disent non, c'est juste une histoire d'aménagement, de disposition, de législation? Alors, apocalyptique, non, parce que je pense que leur profession ne leur permet pas. Il y a une obligation, quelque part, à l'optimisme. Pourtant, on sait que la psychiatrie se porte mal en France. Bien sûr, c'est un thème qui est là depuis une dizaine d'années. Lorsqu'on est sur le terrain, eh bien finalement, on doit croire au jour meilleur. Sinon, on se lève pas le matin. Ça, j'en suis. Et vous avez vu donc des Par optimistes? Contre, je n'ai pas vu d'optimistes. Voilà. J'ai vu mais qui ne me décrivaient pas forcément une situation apocalyptique, qui croyaient en tout cas à de jours meilleurs. Est-ce que la formation médicale, est-ce que la France reste un pays où l'université produit des psychiatres indirectement, des psychiatres, des gens qui soignent les maladies mentales de façon efficiente et efficace, comme ça l'était autrefois, où on est aussi un petit peu en recul dans cette discipline? Non, je ne pense pas qu'il y ait de recul du niveau, et les gens vraiment que j'ai rencontrés et qui connaissent vraiment précisément ce sujet-là, c'est-à-dire psychiatrie et immigration, sont extrêmement pointus, extrêmement rigoureux, et ils ont une analyse extrêmement large. Aussi parce que c'est un sujet qui concerne tous les pays d'accueil, j'ai envie de dire, et ils savent par exemple exactement quels sont les traitements disponibles dans les pays d'origine. Ah oui, on sait, aussi précis que ça, oui. On a un outil européen qui s'appelle le Medcoy, qui est une plateforme qui n'est pas ouverte à tous, mais qui permet quasiment en temps réel de savoir quels sont les médicaments, toutes pathologies confondues, disponibles dans les pays d'origine. Donc ils savent que par exemple les neuroleptiques sont disponibles dans un certain nombre de pays, ce qui peut permettre aussi le retour finalement, parce que si le traitement existe. Et puis il y a un autre sujet, et ça qui a été lors d'un colloque au Sénat que je cite, qui a été abordé, c'est la question de la langue. Aujourd'hui, une grande partie de la thérapie se fait notamment avec la parole, en tout cas en France, c'est-à-dire la langue. Si elle ne se fait pas dans la langue maternelle, si elle se fait via un traducteur, un psychiatre me disait ça, si elle se fait avec un traducteur, il me disait c'est même nul. Ah oui, c'est même nul. Il faut que le malade parle lui-même, intermédiaire, fasse lui-même sa description et qu'on entende ses mots à lui pour dire de quoi il souffre. S'il y a un intermédiaire, ça ne tient plus. Et donc finalement, chez certains, pas chez tous bien sûr, mais chez certains observateurs, qui sont certainement pas des fins connaisseurs du sujet, il y a l'idée que la prise en charge ne peut être qu'en France. Eh bien non, comme si il fallait être un médecin blanc, c'est ce que me disait un psychiatre, pour pouvoir soigner correctement. Eh bien non, la psychiatrie existe aussi dans un certain nombre de pays d'origine, la thérapie par la parole et les médicaments également. Donc sortir de ce mythe selon lequel le soin ne serait possible qu'en France. Alors justement, quel est votre message de journaliste expérimenté? Vous êtes allé sur le terrain, vous avez une vision un peu globale, vous avez creusé le dossier à fond. Quelle est votre vision? Quel est le message que vous avez envie d'envoyer aujourd'hui? Si vous interpelliez les autorités responsables, quelle est l'ordonnance du docteur Binas en cette L'ordonnance, c'est peut-être, si elle est d'ordre psychiatrique, c'est de regarder le problème en face. Oui, déjà. Ne serait-ce que ça. C'est-à-dire faire un diagnostic, pour reprendre le vocabulaire. Faire un diagnostic, tout simplement. Et ensuite se poser les questions. Est-ce que oui ou non on a les moyens de ces ambitions? Si oui, eh bien il va falloir mettre l'argent et en accepter ensuite toutes les conséquences qui en déroulent, ou alors réformer si on considère que non. Mais c'est tout simplement regarder la chose, faire le diagnostic. Ça ne doit pas être un tabou. Ça ne doit pas être un tabou, et ça peut être observé de manière dépassionnée. En tout cas, ça a été le but de ce dossier. Une partie de la réponse est dans le Marianne de cette semaine, sous la signature de Rachel Binas. Enquête, la France, terre d'accueil des déséquilibrés. Comment les troubles psy sont devenus un motif de régularisation, et puis le décryptage de cette loi philippine déposée par Charles Baudouin et Michel Marnier. Merci. Merci à vous. Merci Rachel Binas d'avoir été avec nous. On aura certainement l'occasion de vous réinviter pour d'autres questions, parce que vous semblez particulièrement passionné par les sujets que vous évoquez. Quant à nous, on se retrouve demain sur Sud Radio avec Maude Koffler et puis nos amis. Et maintenant, je laisse. Alors, c'est pas de la psychiatrie, mais les sentiments, l'amour, c'est quand même quelque chose d'important, et c'est Brigitte Lahaye qui va nous rassurer Formidable. sur le fait qu'on peut encore continuer à s'aimer en France sans trop souffrir. Merci Rachel Binas, merci à tous, à demain.